Soyez les bienvenus donc pour le thème d'aujourd'hui consacré au système d'information sur l'eau et encore plus précisément au partage des données, au partage des informations concernant la gestion des ressources en eau. C'est un enjeu extrêmement important depuis longtemps et qui reste actuel. Nous sommes mobilisés sur cette question depuis plus de 25 ans dans une cinquantaine de pays et c'est intéressant pour nous de voir les progrès de cette question dans différents contextes et à l'échelle internationale et de pouvoir partager avec un certain nombre de grandes organisations internationales, amies et partenaires cette préoccupation. Et je remercie par avance les collègues pour l'intervention qu'ils pourront faire tout à l'heure. Très rapidement, en introduction documentaire, si j'ose dire, à cette question des systèmes d'information sur l'eau, vous savez qu'en 2018, à l'occasion du Forum mondial de l'eau de Brasilia, le RIOB, avec un certain nombre d'agences de l'ONU d'ailleurs, nous avons publié un manuel, comme on les appelle chez nous, c'est-à-dire un document de référence comportant des recommandations et des études de cas sur cet enjeu des systèmes d'information sur l'eau. Et puis, plus récemment, dans l'année écoulée, c'est la troisième fois, en fait, aujourd'hui, que nous prenons du temps sur cette thématique. Après un premier webinaire à l'automne dernier, dont vous trouvez un certain nombre de références sur notre site. Après un webinaire en novembre dédié à une approche plus européenne autour d'un projet européen qui s'appelle Fewer for Water. Nous avions regardé plus spécifiquement ce que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle peut apporter à l'échange de données et d'informations, pas seulement à l'échelle des bassins d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour accentuer encore les enjeux liés au partage, puisque vous savez que la clé d'entrée qui est la nôtre au niveau du RIOB, c'est pas forcément une clé d'entrée très technique, très technologique, mais vraiment une clé d'entrée plus humaine autour de la gouvernance, autour de l'organisation et du partage entre acteurs. Et c'est ce que nous allons donc essayer de développer aujourd'hui au cours de 2 temps spécifiques. Et avant d'accueillir nos amis et partenaires du Geneva Water Hub, de l'Organisation mondiale pour la météorologie, de l'OCDE et de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, ainsi que de l'UNESCO, qui sont donc les grandes organisations internationales très impliquées aussi sur ces sujets, et qui nous feront l'honneur et l'amitié de présenter leur vision et leur actualité sur ces questions. Nous allons laisser la parole à notre expert au sein de l'organisation de l'Office international de l'eau, du secrétariat du RIOB. Donc, Paul Henner va poser le cadre un petit peu de nos débats. Paul, je te cède le micro, l'écran et la suite du temps de parole. Merci à toi. Merci Eric. Donc, je vais tout de suite partager mon écran et le mettre en plein écran. D'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver là pour ce nouveau webinaire sur les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, effectivement, le thème est d'échanger sur la partie comment organiser le partage et la mutualisation des données et des outils sur la partie gestion des données. En introduction, j'ai choisi ici de retenir deux articles qui viennent en fait d'une directive européenne qui est sortie en 2019 sur l'open data en Europe, puisque maintenant c'est une directive qui a été créée pour favoriser l'accès aux données publiques au niveau de tous les pays européens. Et dans la partie préambule, cette directive souligne 2 aspects particuliers que j'ai souhaité mettre en avant ici. C'est d'une part qu'on est maintenant dans une société qui est de plus en plus orientée sur la gestion des données et que le fait de la capacité d'avoir accès à des données provenant de différentes sources est de manière potentiellement à influencer la vie des citoyens et améliorer la connaissance sur différents thèmes. Deuxième aspect important, noté aussi dans cette directive, c'est que les capacités de gestion intelligente de ces données
sont de nature à améliorer ou à transformer les secteurs de l'économie, quels qu'ils soient. De manière plus spécifique sur les thèmes de l'eau, on sait tous depuis longtemps maintenant que les données sont fondamentales pour de nombreux domaines du secteur de l'eau, que ce soit pour les aspects sectoriels, eau potable, irrigation, que ce soit pour la planification locale, nationale, transfrontière, que ce soit pour les études de changement climatique, pour les gestions des risques, pour tout ce qui est rapportage au niveau national, international, global, pour tout ce qui est gestion opérationnelle, aménagement du territoire, gestion des situations de crise, suivi des régulations et information du public, il est très important au niveau des pays et des organisations de pouvoir organiser l'accès aux données et transformer les données en informations utiles. La situation dans tous ces contextes, quand on parle de l'eau, c'est qu'il est non seulement nécessaire d'avoir accès aux données sur la ressource en eau proprement dite, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, avec toutes les données du monitoring quantitatif et qualitatif, mais il est important d'avoir la capacité de combiner ces informations avec d'une part toutes les données, les informations sur les usages des usagers, sur les infrastructures liées aux usages et aux usagers, mais aussi de combiner, de prendre en compte les différents aspects environnementaux, socio-économiques et relatifs à la santé. Donc la situation idéale pour organiser ce partage des données est effectivement d'arriver à prendre en compte le fait que toutes ces données sont produites par de multiples acteurs, que ce soit quantitatif, qualitatif, mais on voit aujourd'hui que de nombreuses données sont aussi produites via les satellites. Et donc, il est important d'arriver à organiser ce partage d'informations entre les producteurs, les utilisateurs et les gestionnaires de données. Et donc, la logique qui est préconisée déjà depuis plusieurs années et que l'on a développée dans le webinaire précédent, est l'idée d'organiser, non pas de centraliser, mais au contraire de créer des réseaux d'acteurs qui partagent leurs données. Et donc, lors du dernier séminaire, on a justement fait un sondage en ligne où on répondu plus d'une centaine de personnes et on a eu des réponses significatives, notamment est-ce que vous rencontrez des difficultés, à la question est-ce que vous rencontrez des difficultés sur l'accès aux données, on a 91% des acteurs qui ont répondu oui. Effectivement, chacun a du mal, peut avoir du mal à accéder aux données des autres institutions. Ensuite, dans la deuxième question sur quels sont les éléments qui permettent, quelles sont les difficultés principales que l'on rencontre sur l'organisation de ce partage des données, on soulignait les réponses aux contributions, que 74% des réponses ont souligné le fait que c'est avant tout un problème d'organisation, de mise en place de stratégies et d'accords entre les partenaires. Ensuite, on retrouve bien sûr d'autres raisons sur le manque d'outils, sur le manque de production de données, mais la partie gouvernance apparaît ici fondamentale. Tous ces éléments sur l'organisation de la gestion des données, comme l'a souligné Eric tout à l'heure, ont été synthétisés en collaboration avec l'UNESCO, l'OMM et la World Data Initiative dans le cadre d'un handbook qui a été publié en 2018 et que vous pouvez télécharger en anglais et en français et qui présente les principaux concepts que l'on recommande de prendre en compte dans l'organisation des systèmes d'information. Avec premièrement le volet production des données, deuxièmement nécessité d'organiser l'accès aux données, troisièmement nécessité d'organiser la capacité de transformer les données en informations, de diffuser, mais on voit bien que tous ces systèmes d'information, quel que soit leur contexte d'application, ne peuvent pas marcher si l'on n'a pas une bonne gouvernance de la collaboration, gouvernance des systèmes d'information et organisation des collaborations entre les institutions. Donc, d'où l'idée de ce nouveau webinaire de focaliser sur cette thématique de gouvernance, avec l'idée d'attirer l'attention des décideurs et des différents acteurs impliqués dans la gestion des données, d'une part sur la nécessité de renforcer les cadres de gouvernance qui vont favoriser le partage des données entre les acteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau transfrontière. Et deuxièmement, souligner aussi qu'il existe actuellement, avec les nouvelles technologies notamment, des possibilités d'organiser des synergies et de mutualiser les ressources et les productions de données entre les différents acteurs. C'est pour ça que dans le cadre de ce nouveau webinaire, nous avons structuré le webinaire en deux parties. Premièrement, une table ronde à laquelle vont participer des représentants des hauts représentants du Geneva Water Hub, de l'Organisation mondiale de la météo, de l'UNEC, du pôle Haut Dakar et de l'OCDE.
Et donc, cette table ronde va être animée par Maude Berthelot de l'UNESCO. Et le deuxième temps du webinaire va être la présentation par des grands témoins de quelques études de cas, notamment dans le cas français, dans le cas mexicain, dans le cas du bassin transfrontière de l'OMVG et au niveau européen avec l'Agence européenne de l'environnement. Et cette deuxième partie sera présentée, modérée, enfin animée par Anaïs Charbonnier de l'OIE. Donc, sans perdre plus de temps, je laisse la parole à Maude Berthelot sur l'animation de la première table ronde. Merci beaucoup. Merci Paul, bonjour à tous. Je suis donc Maude Berthelot de la division des sciences de l'eau de l'UNESCO. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et donc je souhaiterais commencer par remercier le RIOB pour nous avoir réunis autour d'un thème aussi majeur que le partage et la mutualisation des données dans le domaine de l'eau. Comme nous le savons tous, c'est un thème à l'importance croissante à mesure que les effets du changement climatique augmentent en intensité et en fréquence et que par conséquent la pression sur les ressources en eau s'accroît. Donc l'impératif de coopération dans le domaine de l'eau, dont un des leviers efficaces réside dans le partage et la mutualisation des données et des connaissances, comme on va le voir aujourd'hui. Donc cet impératif de coopération, il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui dans ce contexte de pression sur les ressources en eau. Et donc pour cet impératif de partage, il est aujourd'hui très important pour tendre vers une gouvernance de l'eau durable au niveau global. Et donc aujourd'hui, pour en témoigner et nous expliquer dans cette première partie du webinaire les enjeux liés au partage des données pour la gestion durable des ressources en eau, aujourd'hui donc sont présents autour de cette table ronde virtuelle des représentants du Geneva Water Hub, du ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, de l'OCDE, de l'OMM et de l'UNICEF. Après leurs interventions, nous procéderons à une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, à les poser dans le chat par écrit et en indiquant à qui elles s'adressent si elles sont destinées à un intervenant en particulier. Commençons par vous, Monsieur François Minguer. Vous êtes basé à Genève et on sait que le Geneva Water Hub intervient beaucoup sur les aspects d'hydrodiplomatie. Donc, on voulait savoir comment en êtes-vous arrivé sur ces sujets et plus spécifiquement, quelles sont les raisons qui amènent le GWH à s'engager sur le sujet du partage des données et de la digitalisation. Je vous passe la parole, François. Merci, Madame Berthelot. Chers collègues, chers amis, oui, je vais positionner sur pourquoi les données sont si importantes et pourquoi la digitalisation est importante dans le cadre de l'eau et la paix. Vous savez, depuis plusieurs années, le Forum économique mondial positionne une crise de l'eau parmi les premiers risques mondiaux majeurs. Les professionnels de l'eau et les scientifiques alarment qu'une crise de l'eau est imminente ou est déjà en place. Une pénurie de l'eau, mais aussi la pollution combinée avec l'inefficience des usages touche de plus en plus de pays dont le développement est ainsi entravé. L'eau est une source de tension au niveau local entre les usagers de l'eau ainsi qu'entre les pays. Ceci dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, aggravées par le changement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, les disparités démographiques, l'extrême fragilité de régions et des guerres. Une extrême fragilité où très souvent les services essentiels de l'eau et les services liés sont inexistants ou très déficients. Cependant, l'eau est aussi un puissant vecteur de coopération et un instrument de paix. De nombreux traités internationaux ont été conclus pour améliorer la coopération et la gestion des eaux transfrontalières, par exemple. Le panel mondial de le panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix, dont nous avons été le secrétariat, a produit son rapport en 2017. Ce rapport est la première réflexion analytique, structurée de l'histoire sur les enjeux de l'eau et de la paix. Un des 7 chapitres de ce rapport est centré sur l'importance des données quantitatives et qualitatives. L'acquisition et le partage et la mutualisation des données sur les ressources en eau est indispensable pour la mise en œuvre des politiques de l'eau, pour la coopération,
pour les investissements, pour la sécurité, l'hydrodiplomatie et la paix. En effet, l'échange et le partage des données sur l'eau, dans un cadre de transparence et de bonne gouvernance, sont essentiels pour établir la confiance et la coopération, favoriser le développement socio-économique pérenne et inclusif, mais aussi pour gérer les conflits d'usage, tant au niveau transfrontalier que locaux. Pour valoriser les données et ainsi pérenniser les systèmes qui les produisent et les exploitent, il faut d'une part couvrir, mais d'autre part dépasser le cadre des données hydrométéorologiques pour l'ouvrir à d'autres acteurs politiques et économiques, ainsi qu'à d'autres domaines et disciplines concernés par l'eau, dont la diplomatie, le droit international, le développement communautaire, les financements et le changement climatique, bien évidemment. En effet, la gestion des données sur l'eau, comme la gestion de l'eau du reste, souffre de la fragmentation, du cloisonnement de sous-secteurs, de contre-performance et de sous-financement. Sous-financement qui est une conséquence de n'être pas positionné comme un outil stratégique pour les mises en œuvre des politiques et plans de financement. Il s'agit donc de privilégier les approches intersectorielles, bottom-up et polycentriques au lieu des systèmes centralisés top-down du passé dont beaucoup ont collapsé avec la fin des financements externes. Comme le souligne le RIOP dans son manuel des systèmes d'information sur l'eau, il est donc fondamental de définir des stratégies et procédures facilitant la mutualisation des données produites par les divers acteurs, tout en respectant le rôle de chacun. Les plateformes numériques encouragent une plus grande participation du public, notamment par sa participation à la production des données, crowdsourcing, mais aussi pour le financement participatif, crowdfunding. Les données satellitaires couplées à l'intelligence artificielle, ça a déjà été mentionné, sont des moyens peu coûteux et des accélérateurs d'acquisition et de traitement des données importants. Mais avant tout, la question des données doit s'inscrire dans les politiques et être portée par des institutions stables, dont leur mandat politique dans le domaine de l'eau est proche des opérations qui portent ces politiques. Des politiques qui doivent intégrer la gestion et bénéfice des eaux dans leur ensemble, du grand barrage, mais aussi des mares, par exemple. Les agences de bassin ont un rôle clé en ce sens. C'est ainsi que le Geneva Water Hub et le pôle eau de Dakar co-organisent une initiative de table ronde virtuelle d'échange entre agences de bassin et d'action pilote sur la transformation numérique des organismes de bassin. Cette initiative est lancée par l'OMVG et le Geneva Water Hub en collaboration avec ses partenaires du Blue Peace, notamment la coopération suisse, la DDC, UNCDF, le Geneva Water Hub aussi, on y participe évidemment, s'inscrivent dans l'élaboration d'un futur plan directeur intégré, qui sera aussi un plan de financement et d'investissement. Cette initiative est menée en partenariat avec plusieurs organisations de bassins transfrontaliers et des partenaires régionaux et mondiaux, dont le RIOB, l'OMM, le secrétariat de la Convention sur l'eau. Un document de réflexion prospective est en voie d'élaboration. Dans le cadre de cette initiative, l'OMVG et ses 4 États membres ont lancé en début de cette année un projet innovant pour développer la gestion intégrée et la valorisation croisée des données selon les principes de subsidiarité et d'interopérabilité entre systèmes transfrontières et nationaux. Il comprend la co-création d'un portail régional par un groupe de travail régional se réunissant virtuellement sur une plateforme numérique. Ce projet sera présenté par mon ami, le secrétaire général de l'OMVG, M. Ababakar Ndao, en seconde partie de ce webinaire. Les plateformes numériques, mesdames et messieurs, intégrées d'échange et de mutualisation des données se développent rapidement. Par exemple, l'agence de bassin de la rivière Tennessee aux USA, qui fournit de l'eau et de l'énergie à 10 millions d'habitants dans 7 États, en plus de son centre sur la cybersécurité, a créé une plateforme digitale d'information financière qui est très importante et une plateforme digitale d'investissement à l'échelle du bassin. Le savoir-faire et l'expérience de la Tennessee Valley Authority sera échangé dans le cadre de l'initiative que je vous ai mentionnée. Pour conclure, en simplifiant, la gestion durable et équitable de l'eau et des services liés est un défi critique
de ce siècle pour le futur de l'humanité, les ressources en eau sont soumises à un stress multicausal qui, associé à la fragilité, provoque des conflits, mais la bonne gouvernance des ressources en eau s'inscrit comme un facteur de coopération et de paix. On ne peut gérer que ce que l'on connaît. L'acquisition et la gestion des données sont une clé de la bonne gouvernance de l'eau, mais qui butent sur la fragmentation des acteurs et des usages. En plus, qui souffrent de ne pas s'inscrire dans des politiques et plans de développement finançables. La digitalisation est un outil précieux pour dépasser cette fragmentation paralysante. Je vous remercie. Merci François pour cette présentation qui nous permet, je pense, de bien cadrer notre sujet pour commencer et de comprendre les motivations du Geneva Water Hub à s'engager sur ce sujet de la mutualisation des données. Sans plus attendre, partons maintenant au Sénégal avec Monsieur Niohor Ndour, avec qui vous partagez votre intervention, pour aborder notre thème à l'échelle d'un pays, mais d'un pays lui-même très engagé sur la question du partage des données, avec notamment le fait que son principal cours d'eau, le fleuve Sénégal, soit un fleuve transfrontalier. Donc, Niohor, nous avons vu avec François les raisons pour lesquelles une organisation s'engage sur le sujet du partage des données. Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, nous présenter des initiatives concrètes sur ce sujet, des actions que vous mettez en œuvre avec le ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, où vous travaillez en tant que directeur, des actions que vous mettez en œuvre pour le partage des données en vue d'une gestion efficace des ressources en eau? Merci beaucoup, merci Madame Bargelot. Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs, au IO, mais surtout merci à mon doyen François qui a pu partager avec moi. On parle du partage, il partage avec moi son temps. Merci. Voilà. Maintenant, venons-en au partage des données. Comme il l'a dit, hein, le sujet est campé par Paul et François tout à l'heure et également au début par Eric. De façon pratique ici au Sénégal, la plus haute autorité, hein, que ce soit le président et même le ministre, je me rappelle quand le ministre était venu, il nous a demandé il faut aller vers un schéma directeur des systèmes d'information intégrés sur l'eau. On a beaucoup de systèmes d'information, beaucoup de bases de données. Il faut mettre tout ça en cohérence. Bon, et on est sur ça. Le schéma directeur est déjà élaboré et actuellement, spécifiquement à la DGPRE avec nos partenaires, notamment l'OIO, hein, on est en train de renforcer notre système d'information intégré. On a une base de données de tous les ouvrages du Sénégal et d'autres bases de données également au niveau de la DGPRE. Avec l'appui de l'OIO, on est en train de travailler pour vraiment mettre en synergie tout ça et construire un bon système d'information intégré sur les données. Et ça, c'est en cours actuellement. Avec également le Geneva Water Hub dans le cadre du pôle eau, il y a un fort pilier du pôle eau, que c'est le pilier connaissance et innovation. On est en train de travailler pour mettre en place un centre de ressources. Et ce centre de ressources, comme vous l'imaginez, sera basé sur la digitalisation, sur la numérisation des documents, mais la mise en réseau également des données documentaires. Voilà, et ça, c'est en cours et j'espère que dans quelques mois, ça sera mis en pied. L'aspect important et que vous avez souligné au début, je pense que c'est surtout la gouvernance de ces données. Et dans le cadre de la révision du Code de l'eau en cours au Sénégal, il y a un chapitre spécifique sur le système d'information. Et ça montre vraiment, ça, si on arrive à l'approuver, ça va vraiment booster toute la gouvernance, toute cette synergie autour des systèmes d'information sur l'eau qui est important pour la gestion des ressources en eau au niveau national, mais régional, parce que nous partageons avec des pays voisins les ressources en eau. Et dans le cadre de cela, comme François l'a dit, il y a des systèmes d'information qui sont en train
d'être mise en place. En ce qui concerne l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, nous partageons déjà les informations à temps réel. Chaque jour, par exemple, la DGPRE, la Direction de la gestion des ressources en eau, partage les données sur le cours d'eau avec l'ensemble des partenaires. Voilà un peu, pour ne pas être long, je sais que le temps est très court, mais voilà quelques initiatives de façon macro, mais de façon précise. Peut-être on aura l'occasion à revenir de façon plus précise sur tous ces outils que nous sommes en train de mettre en place pour un bon partage des données et pour une bonne gouvernance des ressources en eau. Je vous remercie. Merci Nioror pour cette présentation courte, mais qui nous a permis de comprendre, d'avancer un peu plus sur notre sujet. C'est l'importance du partage et de la mutualisation des données a aussi été beaucoup abordée par l'OCDE à travers ses travaux majeurs sur la gouvernance de l'eau et notamment son cadre d'indicateurs sur la gouvernance de l'eau. Et j'ai donc maintenant le plaisir de m'adresser à Madame Oriana Romano. Hi, Oriana. As we know, the OECD principle on water calls for increasing the efficiency of water Nous savons governance. aussi que la directive de l'eau appelle à la gouvernance de l'eau et l'économie Can you circulaire. please, Pourriez-vous nous expliquer davantage ces principes et comment l'OCDE ou les pays de l'OCDE ont répondu à cet appel pour l'action? Merci beaucoup. Merci Maud. Merci infiniment au RIOB d'avoir invité l'OCDE à participer à ce débat si intéressant. Merci aux organisateurs de ce webinaire. Pour répondre à votre question, tout d'abord, nous avons commencé ce débat autour de la donnée et des données, et ceci est tout à fait et particulièrement reflété dans le principe de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, le principe numéro 5. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, il s'agit de 12 indicateurs absolument obligatoires pour les gouvernements, les acteurs de l'eau, sur comment ou à quoi devrait ressembler la bonne gouvernance en termes d'efficacité, d'efficience et de gestion appropriée des ressources en eau en relation avec d'autres, par exemple avec des questions de gouvernance, par exemple renforcer les rôles et les capacités, la reddition de comptes et donc toutes les cycles de la politique qui requièrent une forme d'évaluation. Dans l'établissement d'un concept ou de concepts aussi complexes et les déclinant en 12 principes, eh bien, ceci a requis inévitablement une réflexion sur la donnée ou les données. Et j'évoquais ces principes, le principe 5 en l'occurrence, sur la production, la mise à niveau et le partage d'informations à temps comparable, qui soient pertinents, efficaces pour la prise de décision, pour l'utiliser justement pour évaluer et prendre des politiques autour des questions des ressources en eau. Et voilà donc, ce sont des principes qui ont réuni l'ensemble des pays de l'OCDE et également un message à l'encontre de l'ensemble des acteurs, et le secteur privé effectivement avancé qu'il était essentiel d'être impliqué dans un bon système de gouvernance de l'eau. Et ceci a commencé avec ces principes. Et on ne peut, bien entendu, on ne peut améliorer ce qui ne peut être mesuré. Donc nous insistons non seulement sur l'importance de la production de la donnée, mais également du partage de la donnée. Et dans les 2 prochaines minutes, je voudrais mettre en exergue 3 éléments importants, si vous le permettez, sur le pourquoi il est important de partager les données. Les orateurs précédents ont déjà mis en évidence certains points, mais il me semble que c'est essentiel de prendre, et notamment à la lumière de l'expérience des différents pays de l'OCDE, donc le partage des données peut justement
renforcer le dialogue au niveau local, régional et national de la gouvernance. On peut justement provoquer les discussions entre les différents intervenants, les acteurs et les agences gouvernementales et les autorités, qui est absolument essentiel et fondamental pour mieux gérer le risque de beaucoup trop ou moins ou pas assez d'eau. Alors, sur la transparence et de la performance la gestion des institutions de gestion de l'eau, alors tout cela peut effectivement améliorer la sensibilisation des acteurs de l'eau. Et ceci implique la promotion des renforcements des capacités et cela requiert également des actions pour combler les fossés de la gouvernance de l'eau. Nous connaissons l'importance de la production et du partage de l'eau. Maintenant, il faut comprendre le quoi. Alors, on parle de données, mais il ne s'agit pas uniquement de données hydrologiques. Les données économiques et hydrologiques, sociales sont également très importantes pour améliorer le processus de prise de décision. Nous l'avons vu d'ailleurs par rapport à l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement, où il y a effectivement une lutte de collecte de données reliées à la gouvernance de l'eau, et notamment pour le financement, le renforcement des capacités. Alors, il s'agit toujours d'un point de départ, mais quand même un point de départ et de démarrage important. Alors enfin, c'est comment partager les données. J'ai évoqué justement la gouvernance de l'eau. Il y a une tendance croissante à la digitalisation et les sources ouvertes de données pour promouvoir les résultats. Il y a bien entendu des questions à prendre en compte sur l'harmonisation des données, la normalisation des données pour que les gouvernements justement puissent accéder au même type de données avec les mêmes standards. Et je serais ravie d'en parler de manière plus détaillée avec vous. Merci beaucoup, c'était très clair. Eh bien, vos propos sur le partage des données, la production des données et de l'information. Il y a beaucoup eh bien, des situations où cela s'avère être difficile, où les providers de données se voient confrontés à des obstacles. Alors, pourriez-vous nous décrire quelques obstacles auxquels font face les prestataires et les utilisateurs de l'eau ou les organisations par rapport au partage et publication de données? Oui, j'évoquais tout à l'heure que la collecte, la production et le partage de données n'est pas une tâche facile du fait des problématiques liées à l'harmonisation, la coordination, la dissémination des données à travers les différentes agences et autorités. Nous avons par exemple au sein de l'OCDE, il y a une fragmentation de sources de données et qui augmente la question ou les problèmes de la comparabilité par rapport aux données disponibles. Je souhaitais mettre en avant deux choses. La gouvernance faible produit des données de mauvaise qualité. Alors, d'une part, vous avez un manque de données qui pourrait effectivement mettre en péril la mesure de progrès, le comblement de fossés, etc., une année après l'autre, quand on parle de fragmentation et à quelle vitesse ou à quel rythme ces informations sont actualisées. Mais vous avez également l'autre versant positif, c'est-à-dire que ces données peuvent combler des fossés, améliorer le changement et enclencher le changement. Par conséquent, le partage de données et sa production doivent être clairs, disponibles. Et dans la plupart des cas, et je dirais que il y a même certains cas où il est difficile d'avoir des informations, des données riches en informations, mais avec très peu d'indicateurs. Donc, cela ne nous mène pas aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Deuxième élément que je voudrais mettre en avant, eh bien, c'est le fait qu'il est essentiel de coordonner à travers tous les niveaux de gouvernance ou de gouvernement. Nous voyons dans certains cas qu'il y a des statistiques nationales, des données ouvertes au niveau national, mais
il est important de prendre en compte également ce qui se passe au niveau sous-national, au niveau du bassin, au niveau des villes. C'est réellement là que vous pouvez constater et apprécier les différences entre les différents endroits et zones. Et donc, avoir ce type de données disponibles et les partager, eh bien, nous permet à mieux répondre aux préoccupations locales. À l'OCDE, nous avons développé quelque chose qui nous a semblé manquante dans le cadre de l'initiative de la gouvernance de l'eau, adressée notamment aux membres de la Water Governance Initiative. Alors, par exemple, le cadre de l'initiative d'indicateurs, une série d'indicateurs qui stipulent les conditions des indicateurs. Et ces indicateurs ou leurs éléments existent ou devraient être améliorés. Par exemple, l'indicateur 5, notamment sur les analyses des systèmes d'information sur l'eau, mais qui fait quoi en termes d'une meilleure collecte, une meilleure production, un meilleur partage des informations et des données. Et si ces données existent, quel est le niveau de mise en œuvre des mécanismes pour identifier et revoir les fossés des données. Et cela doit bien entendu se faire à différents niveaux du gouvernement. Merci infiniment pour ces explications, Oriana. Nous allons passer à présent à mieux comprendre ce que fait une organisation internationale sur cette question. Je suis ravie de vous présenter Dominique Béraud, chef de la division monitoring du système terrestre de l'Organisation météorologique mondiale. Monsieur Béraud, nous savons tous qu'il est essentiel et important de partager des données pour une meilleure gestion des ressources en eau et la prise de décisions politiques. Bien. Pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, votre point de vue, le point de vue plutôt de l'Organisation mondiale météorologique mondiale pour un meilleur partage efficace des données? Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. 3 points. Avec le partage de les données, vous pouvez de meilleure manière prévoir les inondations. Vous vous assurez que les systèmes de monitoring, de suivi sont plus efficaces. En partageant les données, vous augmentez la visibilité en tant que prestataire de données. Alors, je développe ceci en disant, nous savons que les processus hydrologiques naturels sont encore méconnus. Et bien sûr, les pays, justement, sont en train de faire les frais, ceci avec la démographie, l'économie, etc., etc. Nous pouvons essayer, bien sûr, de modéliser ces systèmes, mais sans monitoring, sans données, nous progressons à l'aveugle. Donc, l'exploration de cycles hydrologiques nous permet de créer, justement, des mesures. Nous avons adopté cette approche holistique et par conséquent, nous avons besoin d'intensifier le partage des données entre l'ensemble des parties prenantes. Et ceci devrait donner lieu à une amélioration des prévisions et également avec de meilleures prévisions météorologiques. Nous savons que le suivi peut s'avérer très coûteux, mais il est soutenu également par plusieurs sources de données, le satellitaire, les observations des citoyens, l'Internet des objets, le big data, pour ne mentionner que ceci, le partage des données permet une meilleure validation croisée de ce type de données nouvelles. Et bien sûr, grâce à cette batterie d'informations, c'est d'ailleurs ce que nous recherchons. Et dans certains cas, justement, ceci permet d'avoir de nouvelles stations de monitoring, de suivi. Si nous pouvons partager ces données, nous pouvons justement réduire les coûts jusqu'à ce que les données soient utilisées par une masse critique, par des communautés différentes, à des différents bénéfices. On peut seulement avoir justement les possibilités de systèmes d'écosystèmes de suivi. Les systèmes de monitoring vont nous permettront d'avoir un retour sur investissement. Outre ceci, et d'ailleurs c'est ce qui me permettra de clore mes propos, nous allons avoir une plus grande auditoire, nous gagnerons en visibilité et c'est ce qui est finalement important. Ainsi, nous serons identifiés comme un partenaire fiable avec de meilleures prévisions, de meilleures informations. Nous pourrions utiliser ceci, bien sûr, en partageant nos données de meilleure manière. Merci, Dominique.
Et donc, en parallèle de cette initiative dont vous avez parlé, pouvez-vous nous parler de la manière dont l'OMM justement soutient les prestataires de données pour leur permettre de surmonter les obstacles en matière de partage de données? Oui, merci Maud. Nous travaillons sur la base d'un triptyque, le financement, les standards, les solutions en unité et également le développement d'unités. Sur le plan de la politique et du plaidoyer, nous travaillons en tant que communauté OMM sur des nouvelles politiques unifiées en matière de données qui sont également mises en application par les infrastructures et par les systèmes d'information de gouvernement et par l'OMM également, le Conseil exécutif seulement la semaine dernière, mardi dernier. Ceci a été ratifié et sera justement proposé en octobre prochain au congrès de l'OMM, à savoir une base de politique de données unifiée qui nous permettra de soutenir le pays à adopter les Open Data Systems, la gouvernance. D'ailleurs, nous avons appelé à ceci bien avant. Et en plus de ceci, l'OMM est en train d'explorer de nouveaux modèles pour le financement, non seulement les investissements, mais également la maintenance, l'opération, l'exploitation des systèmes de suivi. Et en ce faisant, nous avons obtenu des fonds multilatéraux, bilatéraux pour soutenir les pays en matière de prestataires de données. Et finalement, l'OMM est en train d'initier cette initiative de données mondiales qui appelle à plus de plaidoyer pour l'utilisation de systèmes de monitoring et de suivi, y compris l'ensemble des éléments mentionnés par Paula et les autres. Et ainsi, ce projet est sur la base d'un nouveau mécanisme, à savoir sur la base des exigences des utilisateurs, ce dont ont besoin les utilisateurs finaux en termes d'information, en termes de données. Et également, ceci nous permet d'établir un système pour une quantification de la valeur de l'information, la valeur de la donnée qui est sur la base, sur la foi de l'importance des données aux fins d'utilisation par les décideurs finaux. Et nous offrons également les possibilités de partage de données avec des solutions IT. Je m'explique. Les systèmes d'information, d'un côté, nous développons un genre de recueil de who is who de systèmes et ainsi l'ensemble des systèmes qui rendent les données visibles et facilement utilisables de manière cohérente, de manière adaptable, depuis les collecteurs de données aux utilisateurs de données. Et ceci englobe justement des formats de données standardisés en assurant l'interopérabilité des données telles que ceci a été mentionné lors de la présentation présente, si bien que nous devons nous assurer que les données peuvent se parler les unes les autres. Nous avons initié également dans la région de l'Arctique, nous allons lancer sous peu dans le Sol del Plata en Amérique du Sud et qui sera ouvert à tous les autres besoins dont nous aurons qui seront nécessaires vraiment. Et donc, un portail global mondial est en cours de construction. Et nous mettons à disposition le système, la formation, non seulement de ces outils, mais en général, le partage de données hydrologiques. Et nous allons entamer ces formations en fin d'année en cours. Et comme je l'ai dit, mentionné, les produits donnés, nous développons en fait le HydroSOS. C'est en fait le statut hydrologique et leur système actuel. Nous développons justement des produits de développement hydrologique sur la base de l'ensemble des données qui sont disponibles et au niveau global, national, régional, pour nous tenir informés de la situation hydrologique actuelle. Désolé, y a-t-il des sécheresses, des inondations, etc. Et également les évolutions prévisibles dans les semaines à venir, les années à venir, les décennies à venir. Et tout ceci permettra, in fine, au pays de gagner en visibilité, de partager les données et finalement de tirer les bénéfices de tout ceci. Autant de domaines et d'initiatives qui sont liés également au renforcement de capacité. Et un dernier mot justement à ce niveau, l'ensemble de ces initiatives soutiennent justement les partenaires et les membres de l'OMM et je serai heureux de m'engager sur ce front-ci avec vous. Non seulement nous mettons un plan d'action au niveau de l'OMM pour le développement des systèmes d'information de l'eau au sein de la coalition de Water is Climate en soutenant l'ODD numéro 6 et j'en ai terminé. Merci beaucoup Dominique.
Et maintenant, étant donné que nous devons gérer le temps, nous passons maintenant au dernier, mais non pas le moindre, intervenant. Et je suis heureux de donner la parole à l'UNESC, à savoir la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. L'UNESC, vous le connaissez, vous le savez, a promu entre autres le partage des données de gestion des eaux transfrontalières, des bassins transfrontaliers en tant que prestataire. Madame Copper, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les valeurs ajoutées du partage des informations au niveau transfrontalier? Merci infiniment pour l'invitation qui m'est faite à cet événement. Je suis Sonia Coppel, secrétaire de la Convention sur l'eau, qui est accueillie par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, mais qui est indépendante en termes de gestion des eaux transfrontalières. Vous savez que donc plus de la moitié des eaux sont en fait partagées de manière transfrontalière, et ceci requiert en fait une compréhension de la situation exhaustive au niveau du bassin, mais fournir en fait des bases au niveau du bassin pour une meilleure planification, une meilleure compréhension des risques, comme mes prédécesseurs l'ont évoqué, et ceci aide également à guider les efforts des gestionnaires pour mieux planifier les ressources, vérifier l'efficacité des mesures qui sont prises, et ça peut également idéalement aboutir à une augmentation et une efficacité, à une meilleure allocation des ressources et des fonds, et fournir des évidences pour une coopération internationale, interfrontalière, et le dialogue également dans d'autres secteurs comme l'agriculture. Comme vous le savez, dans les bassins transfrontaliers, le partage des données sont, dans la plupart des cas, la première étape d'amorce d'une coopération, et peut certainement apporter et construire davantage de relations de confiance, de paix et de développement. Ceci dit, c'est toujours un des handicaps majeurs au niveau des bassins transfrontaliers, et c'est la raison pour laquelle l'échange de données a été introduite dans l'indicateur 6,1 qui met en avant le partage des données au niveau transfrontalier. Et ceci s'ajoute à d'autres critères, à savoir que les pays doivent annuellement échanger les informations, les données, doivent avoir également des agences de bassin. Les pays doivent se réunir régulièrement au niveau des bassins transfrontaliers avec une identification d'objectifs communs pour la gestion des bassins transfrontaliers. Ceci montre l'importance de l'échange de données. Et l'UNICE et l'UNESCO sont des agences pour la mise en œuvre de ces indicateurs au niveau global. Et nous sommes en phase de finaliser le deuxième rapport ou exercice de rapport sur cet indicateur, et ceci montre le haut niveau d'engagement des pays, car 139 pays sur 130 pays ont réellement donné leur aval. Et il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que 86% de l'accord qui a été informé dans ce reporting inclut la collecte et l'échange de données. Et la plupart des bassins, des organes de bassin, donc traitent et gèrent, ou en tout cas la question de l'échange de données comme une priorité, et ceci a donné lieu à donc des formes de coopération informelle et formelle. Cependant, le rapport nous montre également que plus de la moitié des pays indiquent des difficultés dans l'échange de données et d'informations, et 73 pays ont indiqué donc un manque d'échange de données et d'informations. Alors, ceci nous mène à identifier les problématiques. Et je dirais que la plus grande difficulté est la comparabilité des données et l'information à travers les pays, entre pays et entre les bassins, car les systèmes nationaux ont différents standards et différentes normes, etc. Et un autre grand défi qui a été rapporté est bien entendu le manque de ressources.
Et ceci a été évoqué par plusieurs de mes prédécesseurs, à savoir qu'il faut faire davantage et plus investir pour allouer les ressources nécessaires à l'échange de données et d'informations. Alors, deuxièmement, quelles sont les autres thématiques ou sujets sur lesquels l'information est échangée ou pas? Et je dirais que le manque d'échange d'informations concerne notamment le flux ou le débit des niveaux de l'eau et des niveaux des bassins, manque d'échange d'informations sur l'émission ou les données d'émission et de monitoring, sur la diffusion ou les sources de diffusion de la pollution. Et enfin, pour conclure mes propos, je voudrais également mettre en évidence le fait que l'handicap et le manque d'informations sur les eaux souterraines et les aquifères, où, comme vous le savez, il y a énormément de manque d'informations sur l'alignation ou l'alignement des aquifères et d'autres aspects plus techniques. Donc, beaucoup reste à faire dans les années à venir. Merci beaucoup. Et effectivement, Guinée-Bissau est devenu le 4e pays africain des 47, est partie à la Convention de l'eau. Alors même si l'accès à l'information, l'accès, ou plutôt la question n'est pas uniquement concentrée ou axée sur l'information ou l'échange d'informations, mais comment cela peut affecter la Guinée-Bissau par rapport à cette question de l'eau. Alors, comment justement renforcer cet échange, cette coopération et ce monitoring de data? Très rapidement, merci, car nous avons très peu de temps. Oui, effectivement, Guinée-Bissau a soumis l'année dernière sa demande d'accès ou d'adhésion à la Convention de l'eau à New York, qui comprend une grande partie d'obligations sur l'échange de données, monitoring, évaluation. La partie numéro 1 concerne l'obligation et la coopération transfrontalière, obligation d'échange de données d'information et bien entendu coopération transfrontalière. Alors, depuis le début, la Convention soutient les pays et les appuie pour les aider à appréhender leurs difficultés quant à l'échange d'informations en mettant en place justement un outil de monitoring et de suivi d'évaluation, en créant un centre d'échange de données créé au Kazakhstan, en lançant des projets pilotes et travaille également actuellement avec le Geneva Water Hub et avec l'agence du Sénégal, gestion des bassins aquifères. Et la Convention développe des orientations, des guides et des manuels sur différentes thématiques, comme par exemple les stratégies sur le suivi et l'évaluation des eaux souterraines, des eaux transfrontalières, les aquifères, également une orientation sur l'évaluation et le monitoring des eaux souterraines, sur les eaux de surface et autres. Alors, ce travail a abouti à beaucoup d'enseignements qui ont été tout d'abord l'échange ou les systèmes d'échange d'informations et de monitoring doivent être adaptés aux besoins des pays et aux ressources disponibles au niveau du bassin, car si l'on met en place un système très sophistiqué qui ne peut être durable à long terme, eh bien, ceci peut s'avérer être problématique. Il est donc essentiel de mettre en place une approche pas à pas, graduelle, dans l'échange de données et le monitoring, etc. Deuxièmement, l'harmonisation des données reste problématique, comme je le disais tout à l'heure. Et troisièmement, davantage de ressources financières doivent être allouées à cette thématique. Il est encourageant de voir que plusieurs institutions financières ont commencé à investir dans ce domaine, comme la Banque mondiale, mais beaucoup reste à faire. Merci. Je dirais que c'est très positif que nous ayons aujourd'hui des systèmes innovants comme la télédétection spatiale, etc. Mais ce n'est pas suffisant au niveau des bassins transfrontaliers. Nous devons effectivement mettre en place des cadres de coopération transfrontalière. Pour toutes ces raisons,
dans la programmation prochaine de la Convention et qui doivent être adoptées. Je vous invite tous à y participer lors de la prochaine réunion. Et cela va mettre la lumière sur l'importance du monitoring, de l'échange de données et en incluant par exemple, la mise à niveau des stratégies et des programmes d'évaluation et des stratégies d'évaluation que j'ai évoquées tout à l'heure, également la mise en place de différents programmes de formation et d'organisation de workshops régionaux. Et il est également prévu d'organiser avec vous, avec le RIOB et autres, des meilleures pratiques et des collectes d'informations sur l'échange de données et enfin fournir de l'assistance technique pour certains bassins qui ont besoin, par exemple, le bassin du Sénégal, comme je disais tout à l'heure, et autres pays. Merci beaucoup. Je voulais donc vous remercier. Je serai ravie de répondre à vos questions s'il y en a. Merci infiniment. Merci. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la séance questions-réponses, à l'attention. Pour remplir les 9 dernières minutes qui nous restent, je suis en train de lire la question concernant le formulaire d'inscription, d'enregistrement posé par M. Carlos Severas de GIZ. M. Zareda demande quels sont les facteurs de succès pour un système d'information ouvert au niveau national, infranational et également au niveau des bassins versants dans les pays pauvres en données. Alors, chers panélistes, vous avez la parole si vous voulez répondre à cette question. N'hésitez pas, merci. Peut-être Paul. Rapidement à cette question globale. Je pense que de nombreux éléments ont déjà été mentionnés par les intervenants précédents. Je remercie d'ailleurs pour leurs riches interventions. Je pense que ces problématiques d'intégration des données, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Notre expérience au cours des 25 dernières années, là, en appuyant de nombreux pays, de nombreux contextes internationaux, est que maintenant les aspects techniques ne sont plus vraiment les problèmes. Les problèmes sont avant tout organisationnels et des problèmes de gouvernance. Donc, il y a tout d'abord un cadre institutionnel à bien mettre en place, considérer que les systèmes d'information sont des outils d'aide à la décision et à la diffusion d'informations, qui doivent s'insérer dans un cadre très particulier. Donc, le cadre institutionnel est très important, avec derrière une mise en réseau des acteurs qui participent à ce cadre, une identification des besoins et mettre en place des règles de partage. Et notamment dans ces règles de partage, on va le voir dans les exemples suivants, mais là, une des règles fondamentales qui a été mentionnée, c'est les principes de subsidiarité, c'est-à-dire on s'appuie sur les producteurs en laissant les données au niveau des producteurs et on va s'appuyer sur les systèmes d'information existants en mettant en réseau les acteurs. Deuxième élément, deuxième dimension qui est importante aussi bien sûr, c'est quand même la partie technique, mais sachant qu'il faut maintenant savoir profiter des outils modernes et des aspects interopérabilité, tout ce qu'on appelle les API, les web services, qui permettent aux systèmes d'information de communiquer entre eux de manière automatique une fois que les règles de gouvernance ont été mises en place. Et il y a une troisième dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est la nécessité, une fois qu'on a accédé aux données, c'est vraiment d'avoir la capacité de transformer ces données en informations qui soient utiles aux prises de décision et à l'information des acteurs. Et donc là, il y a tout un savoir-faire métier qui doit intervenir sur la transformation et à vraiment produire l'information qui soit utile. Voilà, je voulais juste insister sur ces trois éléments, ces trois dimensions, gouvernance avec règles, aspect technique d'interopérabilité essentiellement et de services web, les outils de valorisation bien sûr, et les notions de connaissances métiers pour transformer les données en informations utiles. Perhaps I can complement more on what Paul was saying. Si je puis en plus de ce qu'a dit Paul concernant le premier élément, à savoir la gouvernance de systèmes d'information et de données, si ceci vous est loisible, j'ajouterai que 5 éléments existent que nous pensons être importants pour ce système ouvert intégré. Primo, définir les exigences.
les besoins en vue d'un système rentable et d'une production et d'une méthode de production et de partage de données afférentes à l'eau de bonne qualité, notamment avec le statut des ressources en eau. Nous devons prendre en considération également les données en termes de financement, des besoins environnementaux, tels que par exemple les caractéristiques économiques, ainsi que la cartographie. Le deuxième point concerne la promotion d'une expérience et de coopération et d'échange entre organisations, les échangeants entre les producteurs d'un côté et des utilisateurs et les gouvernements. Également, troisièmement, c'est de promouvoir l'engagement avec des parties prenantes et pour la conception et la mise en œuvre de systèmes d'information sur l'eau et également assurer des conseils sur la manière dont, et des recommandations sur la manière dont on peut l'utiliser. Quatrièmement, c'est l'encouragement de l'utilisation d'un système de partage harmonisé, y compris bien sûr l'échelle du bassin versant et pour promouvoir la réciprocité et l'interopérabilité, la comparabilité d'un réseau à l'autre. Et cinquièmement, le point relatif à la gouvernance afférente à la formation et au système d'information et également pour l'examen, le partage, l'identification de synergies et d'obstacles et de doublons et de surcharges. Lorsqu'il s'agit maintenant de la rareté, de situation de données situation de rareté des données, comme ceci a été dit, ça a à voir avec le renforcement des capacités en prenant en considération l'ensemble de ce processus, à savoir depuis la conception du système, la coordination à différents niveaux de gouvernement, s'engager avec les différentes parties prenantes, l'encouragement de la mise en place de données et l'examen de la collecte de données. Ce sont là tous des facettes de la même monnaie qui exigent un renforcement des capacités et donc l'échange d'expériences inter- et intra-agences est très important. Ça peut être une source d'amélioration, de partage de données à tous niveaux confondus. Merci Oriana. Et avec cette réponse, je pense que nous clôturons la session de questions-réponses pour passer au second panel, car nous manquons un peu de temps. Donc j'invite les panélistes peut-être à répondre dans le chat aux questions qui sont posées ou à inviter d'autres participants à peut-être adresser leurs questions par mail au RIOB qui les transmettra ensuite aux intervenants. Donc, merci beaucoup à tous les 5 pour ces interventions, ces éclairages. Et merci aux interprètes, au RIOB pour toute cette organisation. C'était un réel plaisir pour moi d'animer ce premier segment du webinaire d'aujourd'hui. En effet, avec l'UNESCO et le programme hydrologique intergouvernemental, nous sommes très engagés sur ce sujet du partage et de la mutualisation des données dans le domaine de l'eau. On le fait notamment à travers notre système de réseau d'information sur l'eau, le PHI-WINS, ou sur des initiatives comme du conflit potentiel au potentiel de coopération, pour n'en citer que 2. Donc, je m'arrête là et merci à tous. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Anaïs Charbonnier pour ce deuxième segment. Merci à tous. Merci Maud. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Charbonnier Anaïs, chargée de projet au sein du réseau international des organismes de bassin. Et tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants de cette première table ronde pour leur excellente présentation qui nous permettent donc de saisir les différents enjeux et les défis qui sont liés au partage des données. Donc, nous allons enchaîner sans plus tarder sur le panel qui suit. Avec le témoignage donc, des acteurs qui partageront leur expérience professionnelle sur la mutualisation des données. Et je vais donc céder la parole à M. François Issel, directeur de la surveillance de l'évaluation des données au sein de l'Office français de la biodiversité. François Issel, pourriez-vous illustrer par une étude de cas at the French Biodiversity Office. Could you tell us more about how data can be collected through policymaking and biodiversity? Oui, merci Anaïs. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je suis François Issel, directeur de la donnée à l'Office français de la biodiversité. Juste un mot sur l'Office français de la biodiversité. Nous sommes un établissement public du ministère français en charge de l'écologie, avec 4 grandes missions.
D'une part, la police de l'eau et de la nature. On a 1700 agents de terrain qui parcourent les cours d'eau et qui constatent des infractions à la réglementation sur l'eau. Ensuite, la mobilisation de la société civile pour impulser au sein de celle-ci des changements transformateurs qui soient favorables à la biodiversité. Également la gestion d'espaces naturels. Et enfin, la connaissance de l'eau et de la biodiversité, ce qui inclut la coordination de systèmes d'information nationaux sur l'eau, sur les milieux marins et sur la biodiversité. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mener des politiques publiques sans données, j'ai tendance à dire que c'est comme partir en randonnée au cœur de l'Islande, sans boussole et sans carte. On est à peu près sûr de finir transi de froid, très loin de toute civilisation. Et c'est encore plus vrai pour les politiques environnementales qui traitent d'anthropo-écosystèmes complexes, toujours en interaction. Donc la donnée a deux grands objectifs pour les pouvoirs publics comme nous. D'une part, c'est de comprendre la réalité, l'état des milieux, de la biodiversité, mais aussi ce qui impacte leur évolution. Et c'est l'objectif, par exemple, d'indicateurs comme ceux représentés ici à gauche, sur l'état de la conservation des habitats et des espèces, ou sur la perception qu'ont les Français des enjeux de biodiversité. Et plus directement, la donnée doit aussi aider à concevoir, à suivre et à évaluer des politiques publiques. Et là, à droite, on a des exemples d'indicateurs de ce type, par exemple sur notre connaissance de la nature, des espèces présentes, ou sur les espaces gérés en protection forte, qui sont des indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Mais pour produire ces quelques indicateurs synthétiques que je vous ai montrés, ça suppose de faire appel à des données très éparses, comme on le voit ici. Là, chaque petit cercle, c'est une base de données ou un organisme qui participe à la production de ces indicateurs dont je vous ai parlé. Il y a dedans des ministères, des collectivités territoriales, des ONG, des associations naturalistes, des bénévoles. Et tout ce petit monde part en général sur ses outils, ses standards, sa façon de collecter l'information. Et donc si on ne fait rien, c'est difficile d'aboutir à des informations qui soient comparables. Donc pour répondre à cela, l'OFB a institué au niveau de l'État français ce qu'on appelle des systèmes d'information fédérateurs. Il y en a 3, un sur l'eau, un sur les milieux marins et un sur la biodiversité, dont la gouvernance et l'architecture sont établies dans des textes réglementaires. Alors ça, c'est le schéma général du système d'information sur l'eau. On a fait le constat qu'il y avait dans le Code de l'environnement français une dizaine de grands axes de politique publique qui traitent de l'eau et des milieux aquatiques. Et ces politiques publiques ont tendance un peu à fonctionner en silo. Toutes produisent et utilisent de la donnée, que ce soit sur l'assainissement, sur la prévision des crues, sur la planification, sur la police, les milieux humides. Il y a un vrai intérêt à ce que les données puissent circuler librement entre les politiques publiques. Et c'est l'objet du système d'information sur l'eau qui y répond. Alors, il ne cherche pas à rassembler toutes les données au même endroit. Bien au contraire, on procède plutôt par subsidiarité. On reconnaît la légitimité de chaque porteur de politique publique de s'organiser librement pour gérer, produire, traiter ces données. Par contre, on définit un référentiel technique commun qui s'applique à tous pour garantir que les données soient de qualité, qu'elles soient homogènes et interopérables. Et pour attirer les porteurs de politique publique pour se conformer à ce référentiel, on fournit aussi des services numériques qui facilitent à tous l'accès à la donnée, voire des services d'infrastructure partagés, des annuaires partagés, qui mutualisent en quelque sorte les briques des systèmes d'information des politiques publiques. Alors cette diapositive-là est là pour rappeler que, comme tout système d'information, le système d'information sur l'eau repose sur 3 piliers. Un pilier technologique, un pilier d'organisation et surtout un pilier de gouvernance. Pour le système d'information sur l'eau, la gouvernance associe les plus hautes autorités de l'État pour garantir vraiment que tout le monde va dans le même sens. J'ai parlé tout à l'heure d'un référentiel technique. C'est vraiment le cœur du système d'information sur l'eau. Il est composé de 2 grandes parties. Un référentiel de données avec des dictionnaires, des formats de données, des standards d'échange, et un référentiel de protocoles qui décrivent comment la donnée est collectée sur le terrain pour garantir une certaine homogénéité de celle-ci entre les producteurs de données. Grâce au système d'information sur l'eau, l'OFB est aujourd'hui en mesure de diffuser plusieurs milliards de données sur plein de sujets différents, la qualité des eaux, la quantité des eaux, souterraines ou de surface, excusez-moi, le prix de l'eau, les mesures de restauration sur les cours d'eau. Pour cela, on a mis en place un portail appelé Eau-France qui donne accès à des dizaines de sites spécialisés. Alors soit des sites plutôt orientés grand public avec des données très synthétiques, soit des sites plutôt pour des publics avertis qui connaissent le métier avec des données plus exhaustives, et aussi des services numériques, ça c'est quelque chose qui marche très bien, des API
pour que des tiers puissent aussi développer des applications connectées à nos bases. Aujourd'hui, on a 20 requêtes par seconde sur ces services numériques par API. Alors de la même façon que ce portail Eau France, on a des portails Milieu Marin France et Nature France, qui sont respectivement les vitrines du système d'information sur le milieu marin et du système d'information sur la biodiversité. Je voulais donner un exemple de l'intérêt du partage des données entre politiques publiques, c'est celui de la banque des pesticides. Alors, la vente des pesticides en France est soumise à des redevances qui sont des données financières. On collecte ces données financières auprès des magasins qui vont vendre les pesticides à des particuliers. Cette donnée sert d'abord à établir le montant de la redevance, mais alors, on la réutilise aussi pour connaître finement l'usage des pesticides à un grain très fin, ce qui permet d'évaluer une grande politique publique de réduction de l'usage des pesticides en France, et ça permet aussi de faire de la recherche sur les liens entre pesticides, par exemple, et sur la biodiversité des sols agricoles. Aujourd'hui, on a un système d'information qui tourne bien, qui est bien connu au niveau national, qui est partagé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. D'une part, dans les challenges qu'on a identifiés, on connaît bien l'état des milieux, mais il faut vraiment renforcer la connaissance sur les pressions, les usages et les réponses. On a encore des lacunes là-dessus. Il y a un très grand enjeu de monter en qualité et d'améliorer l'interopérabilité avec d'autres sources de données que celles qu'on en a déjà, au-delà de nos frontières. Il y a un enjeu d'innovation, tirer mieux parti des capteurs connectés, des technologies satellitaires, de l'intelligence artificielle qui doivent nous amener à faire un pas de côté et imaginer ce que sera la connaissance de demain. Il y a aussi un vrai enjeu à mieux tirer parti de la volonté d'engagement des citoyens en faveur des enjeux environnementaux, en amenant progressivement les citoyens à s'impliquer dans la construction même de nos systèmes d'information. Et enfin, on a aujourd'hui tellement de données, j'ai parlé d'1 milliard, on parle de data obésité. L'enjeu, c'est aussi maintenant de faire le tri et d'amener vraiment les utilisateurs vers des indicateurs plus synthétiques et opérationnels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vissel, pour cette présentation qui montre bien l'importance et les défis des données, mais aussi des indicateurs pour définir et pour mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques, mais aussi pour garantir l'équité, la transparence pour les citoyens. Et nous savons très bien l'engagement de l'OFB et nous saluons cette volonté de vouloir impliquer les citoyens dans ce processus. Sans plus tarder, je vais changer de langue et ahora vamos a cambiar totalmente de geografía. Y voy a dejar la Nous changeons de géographie à présent et je donnerai la parole à M. Juan José Díaz Ngenda, du Système national d'information de l'eau, dans le cadre de la Commission nationale de l'eau au Conagua du Mexique. Monsieur Juan José, quels seraient les mécanismes pour la mise en œuvre, l'actualisation et le renforcement du système national de l'eau au Mexique? Merci. Merci infiniment. Bonjour à tous. Au nom de la Commission nationale de l'eau, Conagua et l'Agence de planification hydrique, je vous remercie pour l'invitation. Je vais donc parler du système national d'information de l'eau que nous avons au sein de Conagua et qui est un outil d'appui à la prise de décision. Avant d'amorcer la discussion, je voudrais également vous dire que le système national d'information de l'eau est un instrument qui nous aide à concevoir et à décider sur les décisions stratégiques au Mexique. Nous avons 5 processus qui part de la compilation jusqu'à la diffusion de l'information qui génère tant la Commission nationale de l'eau ainsi que d'autres agences qui sont impliquées dans la gestion des ressources en eau au Mexique. Par conséquent, le système national d'information de l'eau intègre et offre et donne de l'information aux acteurs de prise de décision et aide au suivi des politiques publiques au Mexique. Et dans ce cadre, au sein de la Commission nationale de l'eau, nous avons plusieurs principes ou mécanismes qui nous ont aidés à mettre en œuvre le système national d'information sur l'eau. C'est ce qu'on appelle tout d'abord le cadre réglementaire, au titre duquel nous avons mis en œuvre le système national de l'eau sous les critères et les principes qui sont stipulés par notre Constitution
dans le cadre du système national d'information statistique et géographique qui est justement mené par l'Institut de géographique du système national d'information statistique et géographique du gouvernement mexicain. Nous, justement, menons et nous sommes à la tête d'un de ces commissions nationales d'information sur l'eau et nous établissons le suivi et nous générons ces informations et des données au sein des différentes unités administratives du gouvernement. Nous avons un cadre réglementaire, l'article 9 de la loi 45 qui stipule que nous devons donc mettre en œuvre le système national d'information de l'eau. Donc le cadre réglementaire est absolument essentiel. Un autre outil pour la gestion de l'information au Mexique, eh bien c'est notre programme national hydrique à l'horizon 2020-2024 pour cette administration. Dans le cadre de ce programme national hydrique, on établit un objectif de politique hydrique avec des stratégies et des sections qui nous indiquent à améliorer la formation, l'accès à la formation et au renforcement des processus de planification et reddition de comptes, accès à l'information notamment des citoyens, une amélioration également du fonctionnement du système national d'information et des lieux où ils sont situés. Alors, un autre point important du système national d'information de l'eau, eh bien, c'est qu'il nous a aidés à être un point de contact et de diffusion des informations stratégiques des ressources en eau au Mexique, dans lesquelles nous concentrons différents systèmes au sein de la CONAGUA et dans d'autres agences gouvernementales. Et nous mettons en œuvre, nous concentrons d'abord ces informations à travers différentes sources et différentes archives et nous gérons une base de données au niveau central. Et à partir de l'analyse de ces différentes données et de ces informations, nous la mettons à disposition tant aux usagers, aux organisations, à travers des rapports, avec une publication iconique qui sont les statistiques de l'eau au Mexique, qui d'ailleurs, comme disait Paolo tout à l'heure, sont mises en œuvre depuis plus de 20 ans, ces statistiques, et c'était important pour reconnaître l'importance du système national d'information sur l'eau. Et dans le cadre de ce processus, nous avons identifié plusieurs systèmes, comme disait un des prédécesseurs. Eh bien, nous avons identifié plus de 19 portails et systèmes d'information qui fournissent des données et d'informations sur les ressources en eau. Et dès lors, dans ce que nous faisons actuellement, eh bien, c'est les identifier et les remonter au système national d'information et être en mesure d'être concentré ou de tout concentrer dans un seul système. Un autre point important est que nous avons un moyen de diffusion et de dissémination à travers le système d'information sur l'eau. Nous avons donc une plateforme informatique qui donne des informations autour de thèmes qui sont en relation aux ressources en eau, par exemple la qualité de l'eau, le niveau des barrages. Nous avons des informations d'ordre social, d'ordre économique. Et nous procédons à une actualisation régulière des données annuellement au sein du système, mais nous avons également un module spécifique de barrage. Nous présentons des informations quotidiennes des 220 ou 230 barrages dans l'ensemble ou sur l'ensemble du territoire national. Et ceci nous a beaucoup aidé à améliorer nos processus à l'intérieur de CONAGUA même. Et comme je le disais tout à l'heure, l'année dernière, nous avons été évalués par rapport à l'indice de transparence promu notamment par des organisations de la société civile et la gouvernance publique. Et ceci nous a aidé à améliorer nos systèmes en interne et finalement mieux diffuser au public avec une meilleure concentration et une meilleure approche du système.
Et donc, nous avons 19 portails et systèmes qui seront plus tard, ultérieurement, intégrés au système d'information de l'eau, au système national. Dans le cadre de ce processus d'amélioration du système de SIGNA, nous travaillons sur une nouvelle version, la version 3.0. Nous pouvons une actualisation du système national avec un concept qui nous est imposé par l'Institut national d'hydrologie et géographie, dans lequel nous voulons renforcer en fait les systèmes d'analyse, de visualisation, améliorer les principes d'interopérabilité, de transparence et d'opportunité d'information, tout cela lié à l'initiative pour le gouvernement ouvert du gouvernement mexicain et l'accord de Escazú. Nous sommes convaincus au sein de l'institution que nous pouvons obtenir beaucoup d'informations et la rendre disponible et la concentrer, mais si nous ne la concentrons pas de manière efficace, eh bien c'est une information qui est qui n'est pas réellement utilisée à bon escient. Donc ici, le SINA est une source d'informations sur l'élaboration des programmes hydriques régionaux, ainsi que à côté d'autres niveaux de planification. Le SINA fournit également des informations pour le suivi des indicateurs du programme national hydrique 2020-2024. Merci infiniment pour votre attention. Anaïs, ton micro, s'il te plaît. Disculpa. Muchas gracias, señor. Merci infiniment. Merci, Juan José. C'est M. Juan José pour cette présentation qui a bien décliné le système d'information nationale au Mexique, au sein de Conagua. Système d'information sur les ressources de l'eau au Mexique qui améliore la gouvernance de l'eau pour améliorer notamment la prise de décision, renforcer le système de gestion de production des ressources en eau. Merci. Nous allons enchaîner tout de suite avec la présentation d'un organisme transfrontalier. Je vais tout de suite céder la parole au secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, donc de l'OMVG, M. Aboubakar Ndao. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur, nous dire comment répond-elle à ces missions de développement économique et d'amélioration de conditions de vie des populations dans les bassins sous votre juridiction? Merci. Merci beaucoup, Madame Charbonnier. D'abord, merci aussi au RIOB et à tous les partenaires qui ont facilité et organisé ce webinaire sur l'échange de données qui est extrêmement important. Merci donc au RIOB, merci au général auteur, Polo, UNICE et tous les autres partenaires. Mon nom est Aboubakar Ndao, je suis secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Avant de poursuivre aussi, je voudrais adresser des félicitations aussi à l'UNICE et à Madame Sonia pour la décision de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui est un pays membre de l'OMVG. Je pense que c'est une bonne avancée pour la Guinée-Bissau, mais aussi c'est bien pour la Convention. Je vais vous parler de la gestion intégrée des données au niveau donc du bassin de l'OMVG. Je ne sais pas, on avait envoyé une présentation, mais bon, si ça ne peut pas être partagé aussi, je pourrais faire le commentaire directement. D'abord, un aperçu sur l'OMVG. Bon, tout le monde, je pense à beaucoup de monde connaissent maintenant l'OMVG, mais juste pour vous dire que c'est une organisation de 4 États. C'est la volonté de ces États qui a créé l'organisme de bassin qu'on appelle l'OMVG. Ces États, c'est la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. C'est important de noter cela parce que plus tard, on va parler d'échange. C'est tout à fait important de se rendre compte que ces 4 États, mais 4 États qui ont décidé de se mettre ensemble, qui ont signé des conventions
pour créer l'OMVG, dont la mission, c'est la mise en valeur, oui, du fleuve Gambie, parce que le nom l'indique clairement, mais aussi de deux autres fleuves du bassin, Kayanga, Jeba et Koliba-Koribal. Donc, on a cette particularité aussi de nous occuper de trois bassins. L'autre particularité, ça transparaît dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais nous avons aussi, on peut le pointer du doigt, c'est qu'avec ces 4 États, c'est 3 langues déjà, et peut-être 3 aussi, disons, systèmes administratifs assez différents. On parle du Sénégal, de la Guinée, peut-être qu'on peut apparenter au système classique, en tout cas français un peu, parce que on a de cette inspiration-là. Mais également, il y a la Gambie aussi, qui est d'inspiration anglo-saxon, et puis ensuite on a la Guinée-Bissau d'inspiration portugaise. Ça vous montre un peu aussi, peut-être plus tard, en matière d'échange de données, des défis à ce niveau-là. Notre mission, donc, c'est la mise en valeur de ces bassins. Jusqu'à présent, cette mise en valeur a adressé des questions plus globales en termes d'infrastructures, de grandes infrastructures. Donc, barrages, surtout, et puis ensuite aussi un système d'interconnexion de lignes. Donc, en termes de données, c'était plus ou moins simplifié parce que les données principales d'input, c'était souvent hydrologique, hein, c'était un peu la base. Évidemment, oui, des études ont collecté aussi quelques données économiques et sur l'électricité, mais c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, nous avons, compte tenu des défis et compte tenu aussi de notre désir de mieux rencontrer la mission de développement, de mise en valeur qui nous est assignée, qui veut qu'on améliore les conditions des populations rurales, les conditions de vie, qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on soit actif aussi au niveau du développement durable, nous avons décidé de réajuster nos actions et d'adresser ces questions. Et on met en chantier actuellement, avec l'aide d'ailleurs des partenaires que je remercie qui sont autour de la table, notamment la coopération suisse, Geneva Water Hub, et puis ensuite avec UNICEF aussi qui nous accompagne, ce qu'on appelle le plan directeur de développement intégré. Ce qui veut dire également, là, on aura évidemment une multiplicité de données à agréger qui dépassent des données hydrologiques ou en tout cas des données purement sectorielles, qui seront des données socio-économiques, des données également sur l'environnement. Et ça multiplie encore aussi le nombre d'acteurs qui sont qui devront être sollicités pour produire ces données-là. Dans les États, parce que ce seront des données à récolter au niveau local, national et à notre niveau également à travers les études, mais également au niveau international, certainement, pour voir un peu quelles sont les avancées aussi qui sont données dans ce domaine-là. Les opportunités qu'on a par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, comme certains l'ont dit, hein, l'opportunité, c'est que déjà, nous, c'est les États qui définissent le programme que nous devons mener, qui donc l'endossent. Et de ce point de vue-là, on a quand même une facilité en termes, en tout cas, d'appui des États pour que les structures qui sont au niveau de ces États coopèrent et acceptent ce mécanisme, en fait, cet échange de données qui est quand même nécessaire pour pouvoir porter les programmes que nous ambitionnons de faire. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose également, c'est qu'aujourd'hui aussi, hein, on peut profiter des nouvelles technologies parce que d'abord, le nombre de données qu'on va manipuler est extrêmement vaste, hein, et très diversifié. Ces données collectées pas toujours de manière standard partout.
Mais la technologie permet aujourd'hui, à travers tout ce qui est transformation numérique, digitalisation et tout, de pouvoir, en tout cas un certain nombre de ces questions-là, de pouvoir les régler et surtout de pouvoir rendre très transparent l'échange et la gestion de ces données-là. Et sur cela, nous avons initié avec l'OIE, sous l'impulsion aussi toujours de la coopération suisse de Geneva Auto Hub, un projet pour mettre en place une plateforme pour la gestion et partage des données. C'est quelque chose qu'on développe depuis janvier. Ces données, je l'ai dit, hein, nous en avons besoin pour la mise en œuvre de nos projets, le développement économique, et on a aussi cette diversité de production et de niveaux de production. Donc, sur le financement de la coopération suisse, avec l'assistance de l'OIO, nous avons donc mis en place, nous mettons en place, je dois dire, cette plateforme. Et pour le moment, vous voyez un peu l'image que vous avez qui montre un peu la complexité des choses et surtout le rôle central que l'OMVG va jouer. Tout ça est mis en œuvre. Ce sont, parce que la plupart des données, comme on l'a dit, sont produites au niveau des États ou des structures d'État. Et ce sont des données qui sont souvent des données aussi d'input pour l'OMVG qui les transforme et qui les rend encore les produits disponibles pour les autres États. On peut passer au prochain diapo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va produire? Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans cette assistance qu'on a avec l'OIO, on va rendre, puisque les productions de données viennent un peu de partout, rendre tout cela interopérable pour qu'effectivement, que tout le monde puisse en profiter et en produisant maintenant une plus-value qui est intéressante pour non seulement pour les attentes de l'OMVG, hein, mais aussi les attentes aussi des pays et de leur public. Voilà un peu, vous avez à l'écran un peu le genre de produits. D'abord un portail de diffusion avec un service web, des cartes interactives, c'est intéressant d'en parler un peu, avec des cartes de visualisation, localisation de tout ça, des cartes aussi de visualisation d'indicateurs des données, et puis aussi d'autres produits qui sont des produits qui seront disponibles pour tous les partenaires et tous les publics, des bulletins, documents, supports de formation, produits et services. Parce que c'est très important que ceux qui échangent des données se retrouvent pour ça, puissent apprécier la plus-value qu'il y a de participer à un système comme cela. Et l'autre aspect important, c'est que il y a dans cet échange-là aussi, avec l'utilisation des moyens qu'on a, des moyens donc, de technologie qui sont disponibles maintenant, une mise en jour automatique aussi de ces données. Parce que c'est une chose de pouvoir organiser, de pouvoir avoir accédé à des données à un temps T, mais le défi, c'est que le système doit marcher en tout temps et intégrer également tout ce qui est amélioration, acquisition de données nouvelles. Donc, on peut... Ça, c'est des produits qu'on a déjà, le dashboard pour le suivi hydrologique. Il y a d'autres produits qu'on va mettre également. Ça, c'est des produits sur lesquels on va aller très vite, qui sont quand même des produits déjà disponibles. Mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, les données socio-économiques, environnementales, et tout qu'on doit avoir à portée de main et collecter et pour faire vivre le plan directeur de développement intégré, ces mêmes tableaux devront être faits aussi pour les indicateurs environnementaux et les indicateurs également socio-économiques. Maintenant, on a quand même quelques leçons, c'est-à-dire que apprendre dans ce système-là, d'abord
comme on le sait, hein, comme ces données dont on a besoin sont produites à différents niveaux par différents acteurs. Nous sommes à l'échelle de 4 pays, pas d'un seul pays, et à l'échelle de chaque pays aussi, ça va du niveau local jusqu'au niveau des structures nationales, avec tout ce que cela suppose comme diversification. Et nous, en tant qu'OMVG aussi, nous produisons des données, mais également, nous devons pouvoir avoir accès aussi au niveau international pour pouvoir mieux parfaire le travail qu'ils nous ont donné. L'utilisation des nouvelles technologies permettent aussi de valoriser automatiquement les données disponibles en temps réel, interopérabilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Une bonne collaboration également indispensable avec les États et les organismes nationaux pour mettre en place ces processus. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai dit qu'on a quand même un cadre institutionnel qui est assez favorable pour cela, étant entendu que nous travaillons pour les États en réalité, et ça, c'est extrêmement important. Donc, cette collaboration-là, c'est quelque chose qui, je peux dire, qui est acquis, mais qui doit être évidemment entretenu. L'expérience menée sur le projet pilote avec OIO montre que ça ne génère pas de travail additionnel pour ces produits de données. C'est important parce que si notre système devrait se traduire par encore multiplier le travail au niveau de ces producteurs de bases de données, peut-être que ce serait un peu plus compliqué, mais c'est en fait un système qui permet plutôt de valoriser leurs données et surtout aussi d'en faire une plus-value sur des choses sur lesquelles ils se retrouvent. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est des projets. D'abord, j'ai cité les projets d'aménagement structurant qui sont au service des pays, mais c'est également ce plan directeur de développement intégré que nous allons faire qui aussi est en fait un plan qui ambitionne d'essayer de satisfaire les besoins des populations locales qui sont au niveau des pays. Donc, en fait, les États trouvent leur compte de collaborer dans cette mise en place de plateformes et de réseaux de données que nous sommes en train de mener. Voilà un peu ce que je souhaitais vous présenter. Étant entendu qu'on est à votre disposition s'il y a des questions. Et je termine aussi toujours par remercier tous nos partenaires qui nous appuient dans ce travail que nous sommes en train de faire pour, et peut-être plus tard le proposer aussi un exemple par rapport aux autres bassins pour montrer qu'il est possible de passer des aménagements structurants et de répondre directement aussi aux besoins locaux des populations qui en fait sont des besoins qui s'expriment de différentes manières, non seulement besoin d'accès à des services socio-économiques, mais aussi à l'emploi, à toutes les possibilités pour que l'espace des bassins soit des espaces où il fera bon vivre et travailler. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakar Ndao, pour cette présentation et cet exemple qui illustre la façon dont une bonne collaboration entre les États, mais aussi les organismes nationaux et internationaux est indispensable pour mettre en place un processus d'opérabilité. Now, I would like to introduce our last speaker. Je souhaiterais présenter notre dernier orateur, M. Nihat Zal, chef de projet Water Scarcity and Drought la pénurie d'eau et la sécheresse au sein de l'Agence européenne de l'environnement. Could you present the system that has been established in Europe for data sharing? Est-ce que vous pourriez nous parler du système qui a été mis en place à l'Agence européenne de l'environnement pour le partage de l'information et la mutualisation? Merci beaucoup, j'espère que vous pouvez tous m'entendre et me voir. Je vous salue de Copenhague. Permettez-moi de commencer par une brève introduction par l'Agence européenne de l'environnement. Alors, et surtout pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit en fait d'une institution européenne qui est basée à Copenhague, au Danemark. Et c'est un pôle de connaissances et de partage de connaissances
notamment à l'agenda européen sur l'environnement et donc fournit toute une panoplie d'informations et de données autour de l'environnement. Alors être le dernier orateur est toujours un défi. Je tenterai d'être bref avec une présentation courte. J'ai quelques slides. Donc, effectivement, le besoin de partager de données, de produire et d'évaluer les données toutes ces questions ont été abordées par les derniers orateurs, tous les orateurs. Je passerai quelques slides sur les principes clés autour des systèmes d'information du point de vue de l'Agence européenne de l'environnement ou du point de vue européen sur l'environnement partagé des informations des données. Bien, j'espère que vous voyez tous l'écran partagé. J'espère que la présentation vous sera également disponible. Oui, tout à fait, elle est visible et disponible. Alors, le système d'information environnementale partagée est une agence ou un système qui avait été établi par la Commission européenne en 2008. Je reçois du bruit, excusez-moi, je reçois du bruit. Il faut que les micros soient fermés. Il y a des voix qui viennent des personnes sur le plateau. Alors, il s'agit en fait d'un moyen qui fournit des solutions pour la collecte des informations et des données des pays en voie de développement pour faire face aux questions environnementales communes et aux problématiques environnementales communes. Alors, le système d'information environnementale partagée est devenu une initiative, une plateforme, une initiative de collaboration entre la Commission européenne et l'Agence européenne de l'environnement et ses États membres. Nous avons plus de 38 pays, je dirais 32 pays membres et 8 autres pays des Balkans. Alors, l'objectif général de la mise en place de cette plateforme d'information, c'est d'une part faciliter la collecte des données sur les problématiques environnementales et les informations également liées aux aspects environnementaux des différents pays d'Europe, également faciliter le partage d'informations au niveau d'intégration et de partage de l'information au niveau européen. C'est essentiel. Et donc aujourd'hui, cette plateforme connaît une recrudescence importante et une montée en puissance et a justement pu intégrer plusieurs processus de modernisation. Et je dirais que la clé ou la porte de ce système d'information est ce qu'on appelle le SSI CoordNet. Et c'est la version aujourd'hui qu'utilise davantage d'instruments de digitalisation pour permettre la collecte de données rapides qui notamment nous vient des pays européens. J'aimerais, si vous permettez, mettre en exergue les trois principes fondamentaux autour du partage de l'information et des données au niveau européen et au niveau des États membres de l'Union européenne. C'est essentiel au moment de la conception et du développement de ce système d'information au niveau international. Un des principes de base est justement de prendre en compte la gestion des données et de la gérer de la manière la plus proche de sa source que possible, de sorte que l'interopérabilité soit appréhendée à la source et non pas au niveau de la plateforme de collecte de données. Donc en Europe, nous le faisons à travers le dictionnaire de données communs, à travers les différentes thématiques d'intérêt commun autour de la question des ressources de l'eau, et donc les pays décident de la collecte des données autour et à la lumière de ce dictionnaire avant justement de l'intégrer dans le système d'information environnementale de partage des données. Alors une fois que vous collectez ces données peuvent être utilisées à différents usages. Par exemple, l'eau sur l'abstraction, les données sur l'abstraction des ressources en eau. Ça ne concerne pas les indicateurs, mais ce type d'information peut être utilisé à différentes destinations. En tout cas, par exemple,
et donc à différents objectifs. Et là, l'information et les données doivent être disponibles et accessibles. Donc toute personne, toute organisation devrait être en mesure d'accéder à ces données, ces informations de manière facile, avec des outils accessibles, donc diffusion de la donnée au public et la collecter auprès des utilisateurs. Les données devraient être également accessibles à différentes échelles géographiques, de sorte à pouvoir comparer ou procéder à la comparaison, ce qui est absolument essentiel dans le domaine de l'eau, car l'eau a différentes relations ou différentes interactions à différents domaines. Et donc, ce sont des choses qui ne peuvent être appréhendées que si vous avez, bien entendu, des données comparables en provenance de différents pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ces données doivent être publiques, disponibles de manière à grande échelle, à différents niveaux, aussi bien niveaux nationaux que régionaux, et bien entendu, du point de vue technologique et informatique, ça doit être en fait basé sur des normes de software source ouverte. Nous avons 3 piliers importants que nous développons autour de ce système de partage des informations environnementales. Le premier est le contenu, premier pilier, le contenu, qui constitue réellement un des piliers principaux à partir duquel vous devez appréhender et identifier le type de données et de problématiques que vous allez partager. Deuxième pilier est l'infrastructure et qui concerne le côté plus informatique, à savoir quels sont les outils qui vont être utilisés au moment de rapporter les données, de la remonter et de la partager entre vous. Et puis, enfin, le troisième pilier est la coopération qui va remonter l'information ou les données, à travers quels moyens et à qui vous la transmettez. Voilà donc les 3 piliers qui sont fondamentaux au moment de développer ce système et au moment du partage des informations, du système d'information. Voilà quelques slides que je souhaitais partager avec vous. En termes de soutien de l'Union européenne, alors, ce concept a déjà été dupliqué dans le domaine national et au niveau national. Je voudrais citer ici 3 exemples du Caucase. Ils ont dupliqué plusieurs aspects de ce système environnemental européen, de partage européen. Donc, ils ont dupliqué ce système du WISE dans le domaine national, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Arménie, avec des fonds européens. Et aujourd'hui, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, ils ont le système d'information des ressources en eau qui joue le rôle de portail et de voie d'accès aux différentes agences nationales qui gèrent les différents aspects des ressources en eau au niveau local, national et régional. Il s'agit là d'une plateforme dans laquelle vous trouverez des données totalement harmonisées et standardisées, ainsi que les informations sur les différents contenus des ressources en eau, des gestions de ressources en eau au niveau national, régional, qui sont également disponibles sur cette plateforme. Alors, je vous invite à visiter cette plateforme pour vous faire une petite idée du niveau national et régional et les informations en termes de contenu qui sont contenues dans ce système. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous remercie beaucoup pour cette très belle initiative qui est menée à bras-le-corps par le RIOB et je vous remercie et félicite pour ce type de développement. Merci et évolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente intervention. Thank you very much for this outstanding presentation. As we have very little time left, let's move to the Q&A, or second section of questions and answers with the participants. And I'd like to ask a question: can users assess and measure what kind of data can match their objectives
in terms of supporting their decision-making and governance decisions. Thank you. It is a question addressed to Monsieur François Issel. Very much so. Alors, je n'ai pas mentionné effectivement l'association des utilisateurs de la gouvernance du système d'information. Mais on a un groupe associant les usagers en fait qui définit les usagers des données et les parties prenantes des politiques de l'eau qui se réunit au niveau national, donc qui associe à la fois des agriculteurs, des industriels, des associations de protection de la nature, des agences de bassin, et qui définit les grandes orientations, enfin en tout cas qui propose des grandes orientations pour le système d'information sur l'eau et des orientations que l'on s'efforce de mettre en œuvre pour garantir que l'on répond vraiment aux besoins des usagers avec le système qu'on met en place. Merci beaucoup, Monsieur François Issel, pour votre réponse. Alors, nous allons prendre peut-être une dernière question. Alors, donc, nous avons eu aussi une question de Maria Val, qui s'adressait également à vous, je pense. Elle a demandé, est-ce que les données sont du domaine public? Alors oui, les données, oui, on s'efforce de faire en sorte que toutes les données soient ouvertes, sauf exception fondée en droit. Hein. Il y a quelques données qui, pour des raisons de sécurité, ne sont pas ouvertes, mais c'est vraiment mineur dans l'ensemble des données ouvertes. Très bien. Merci beaucoup pour les réponses que vous avez apportées et pour toutes les autres réponses. Nous les tenons en compte et nous vous répondrons. Donc, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos adresses dans le chat et je vais tout de suite remercier tous les intervenants de ce panel pour la qualité de leur intervention et je vais passer la parole donc à Monsieur Éric Tardieu, donc, qui est le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin. Merci à tous. Merci Anaïs. Merci. Oui, nous arrivons à la fin de ce webinaire dont la durée est toujours un petit peu ambitieuse, mais vous êtes restés connectés très nombreux et ça nous fait très plaisir. Je serai donc vraiment bref. D'abord pour insister sur la qualité du contenu de ce webinaire. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte du tour du monde qu'on a pu faire et de l'expertise qui a pu être réunis pendant ces 2 heures. Alors, je ne peux pas lancer des fleurs au RIOB en disant cela, mais vraiment remercier nos intervenants et panélistes pour la qualité de l'information, du partage de leur expérience qu'ils ont pu nous proposer. En conclusion, donc, moi, je voudrais revenir peut-être sur 3 idées qui me paraissent importantes. C'est que les systèmes d'information et le partage de la donnée, de l'information, s'inscrit dans un contexte de complexité croissante qui a été évoqué par bon nombre de nos panélistes. Complexité croissante liée à des pressions nouvelles ou des pressions plus importantes sur les ressources en eau et donc à de nouveaux besoins de connaissances, à de nouveaux besoins d'intégration, de davantage de données sur la ressource, sur les usages, sur les pressions, sur les potentiels de conflits. Une complexité liée aussi à la structuration progressive des organisations. Nous savons bien que les acteurs impliqués, publics ou privés, sont de plus en plus nombreux. Nos sociétés se développent et se complexifient et le nombre de producteurs de données nécessite des architectures qui soient de plus en plus capables de gérer cette complexité et ce nombre en production de données et en données nécessaires. Alors, heureusement, face à cela, les technologies évoluent, les solutions évoluent et s'enrichissent. On en a touché un certain nombre aujourd'hui, ce n'était pas le propos principal, mais on a pu parler de satellites, d'open data, de crowdsourcing, d'Internet des objets, de big data. Et ce sont évidemment des apports importants qui permettent de mieux répondre à ces sujets. Il y a un autre élément de complexité que je voudrais reprendre et reformuler, c'est que
nos systèmes d'information sur l'eau doivent pouvoir répondre en même temps en fait, à des besoins, à des communautés différentes. La communauté la plus immédiate et la plus facile, si j'ose dire, c'est la nôtre, la communauté des spécialistes de l'eau, des praticiens de l'eau, de ceux qui ont un accès rapide, on va dire, à la compréhension de la donnée et à son maniement. Mais les deux autres cibles qui ont été évoquées sont d'importance également croissante. Les populations, le grand public. Plusieurs exemples ont montré combien la mise à disposition, la mise en information, la mise en pédagogie de la donnée est aujourd'hui essentielle pour bien faire adhérer les populations aux politiques publiques et aux changements de comportement qui sont souvent attendus d'eux. Et la troisième cible, et je voudrais conclure là-dessus, c'est celle évidemment des décideurs, notamment les décideurs publics, les personnalités politiques, la plupart du temps qui sont en charge de la décision sur la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques, ou qui doivent réagir à des évaluations de ces politiques publiques. Et je crois que c'est vraiment un point essentiel qu'il faut se rappeler en permanence. Tous ces systèmes d'information sur l'eau, tout ce partage des données que nous avons évoqué, il a une utilité finale, un objectif final essentiel qui est de permettre que de bonnes décisions, de meilleures décisions, et dans un grand nombre de cas, de meilleures décisions publiques, puissent être prises de façon à améliorer la gestion des ressources en eau, la gestion intégrée aux échelles territoriales pertinentes, évidemment pour le grand bénéfice des populations. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je conclus en vous disant, alors d'abord qu'il faut allumer vos caméras, c'est peut-être le moment de la photo de famille, voilà, donc je le dis, faites-le pendant que je continue à parler, merci beaucoup. Indiquer que notre prochain webinaire, le dernier de la saison, aura lieu le 6 juillet prochain et traitera du sujet de la formation, les besoins en compétences du point de vue des bassins et du point de vue des différents usagers de la ressource en eau à l'échelle des bassins. Donc le 6 juillet, ce sera le dernier rendez-vous de l'année scolaire, allons-nous dire, et vous êtes les bienvenus. Je conclus en remerciant nos interprètes qui ont toujours fort à faire, mais vous savez que nous mettons vraiment un point d'honneur, c'est notre identité à rester dans ce format trilingue qui nous permet de regarder ce qui se passe sur une très large géographie. Merci à nos intervenants, merci à nos deux modératrices qui ont eu la lourde tâche de passer la parole et de faire respecter le temps compte tenu de tout ce que nous avions souhaité mettre dans ces 2 heures. Le challenge était réel. Et puis, merci à vous tous d'être restés si nombreux pendant ces 2 heures. Vous retrouverez les éléments sur notre site internet et notamment les présentations. Merci beaucoup pour votre attention et on espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures.